Bonjour, je m'appelle Germain Drouin et je vous souhaite encore une fois la bienvenue à une autre émission de la série 50 ans et après. Alors, nous sommes toujours dans le décor du Moulin Michel à Gentilly. Donc, je veux remercier les organisateurs ou les responsables du Moulin Michel de nous accueillir. Ça nous donne vraiment un bon coup de main et je les en remercie. Je vais aussi de vous rappeler que nous avons une adresse courriel où vous pouvez nous écrire pour nous faire part de vos commentaires et de vos suggestions. Ça nous fera plaisir de vous lire. Donc, l'adresse va apparaître au bas de l'écran, j'imagine, et c'est 50 ans télécoeur à commercial@gmail.com. Donc, 50 ans télécoeur@gmail.com. Alors, aujourd'hui, je poursuis une belle rencontre, une belle conversation que nous avons entreprise avec M. Normand Gagnon de Fortierville. M. Gagnon, bonjour et re-bienvenue à cette émission. Ouais, bonjour. Alors, la dernière fois, je vous avais interrompu un petit peu abruptement. Nous étions en train de parler de votre retour à Fortierville après les aventures que vous avez vécues sur un bateau et au pont-tunnel Louis-Polyte Lafontaine et à l'Expo 67, entre autres. Et vous nous parliez de votre retour à Fortierville dans le début des années 70 et de votre implication au niveau de la politique municipale à ce moment-là. Et vous nous expliquiez que vos parents, votre père, entre autres, étaient intéressés à la politique. Et vous avez mentionné le nom de Réal Cahouette à ce moment-là. Alors, j'aimerais que vous nous rappeliez ces événements-là de votre vie. C'est pour dire que, c'est plus du côté de ma mère qui était intéressée à la politique. Merci de la ça, c'est une histoire que j'aime raconter parce que à l'école d'agriculture, là aussi, j'ai vécu des très bons souvenirs avec des camarades de classe puis les pères. C'est que le samedi soir, le dimanche soir, quand Réal Cahouette faisait son émission à la télévision, on soupait toujours une demi-heure plus de bonne heure pour pouvoir aller écouter cette émission-là de Réal Cahouette. Ça m'a marqué. Ça me donnait aussi l'occasion d'un petit peu de comprendre quand mes parents parlaient de politique, ma mère, du côté de ma mère surtout parlait de politique, de comprendre un peu qu'est-ce que c'était. Après ça, bien là, c'est sûr, quand on parlait de Révolution tranquille, monsieur le premier ministre à l'époque, Jean Lesage, que moi, j'ai gardé en souvenir cet homme politique-là. Et puis, c'est sûr qu'avec les députés qu'il y avait, les ministres qu'il y avait à l'époque, bien, c'est sûr qu'on se souvient tous de M. René Lévesque. Là. Et puis après ça, au niveau de l'éducation, que sans s'en rendre compte, ça a changé beaucoup de choses. Ça a pris du temps avant que les changements se fassent, mais ça ne fait rien. C'est qu'ils ont posé des restes à ce moment-là. Puis j'ai toujours resté intéressé à la politique. Puis la politique municipale, bien, quand je suis revenu à Fortierville, c'est un peu ça aussi. Bon, je me suis dit, je vais regarder parce que des fois, on se faisait passer des commentaires en disant ils ont pris des mauvaises décisions, ils ne devraient pas faire ça de même. Puis, en tout cas. Puis là, ben moi, dans ma tête de jeune, je me disais, là, je regardais les conseillers puis le maire qui était à l'époque. Puis il y avait des belles fermes, il y avait c'était bien organisé chez eux. Je me disais, c'est tout bien pas des. Ils ont pris des bonnes décisions chez eux, ils doivent prendre des bonnes décisions aussi au conseil. Ça se fait pas. Parce que, en politique, c'est ça, hein, il y a les pour et les contre, ça. Tout le temps. Mais si je comprends bien, vous, dans les années 60, vous aviez été intéressé à la politique parce qu'au niveau familial, c'était présent. Donc, vous écoutiez les émissions. Réal Cahouette, c'était un politicien, aujourd'hui, on dirait populiste. Mais à l'époque, on disait que c'était un politicien populaire parce qu'il y avait le langage, un langage que les gens connaissaient bien. Il était très coloré. Certains vont dire qu'il exagérait par certains moments, mais c'était un politicien qui parlait au peuple avec un langage que les gens comprenaient, avec des idées simples et aussi avec ce qu'on appelle aujourd'hui peut-être le gros bon sens. Et donc, à cette époque-là, dans des familles, ça avait une certaine importance d'avoir accès à ce type de politicien-là, j'imagine. Oui. Ça vous a suivi. Et maintenant, quand vous êtes arrivé au niveau municipal,
j'imagine que vous aviez des idées que vous vouliez mettre de l'avant. Vous êtes présenté comme conseiller municipal. Est-ce qu'il y avait des raisons en particulier qui vous amenaient à vous intéresser à la politique municipale? Oui, bien, c'est comme je viens de dire tout à l'heure, c'est que c'est ça. Comme je dirais, comme nouveau résident, de retour à Fortierville. Oui, oui. C'est ça, comme je disais tout à l'heure, j'entendais des gens là, parler, ils ne prenaient pas des bonnes décisions, puis ils auraient dû faire ça autrement. En tout cas, bon, pour n'importe quelle raison. C'est sûr que quand tu veux devenir maire, tu essayes d'avoir des solutions à tous les problèmes. Oui, oui. Et puis, mais moi, c'était pas dans ma vue, c'était pas dans ma vision à long terme d'accéder à la mairie à cette époque-là. Okay, parce qu'à l'époque de ma première vie comme maire, il y avait 2 municipalités. Il y avait la municipalité de Sainte-Philomène de Fortierville, puis le village de Fortierville. Nous, là, c'était la partie agricole. Il y avait 2 municipalités à cette époque-là. Mais vous étiez maire, vous étiez conseiller de quelle municipalité? De la paroisse. OK. De la paroisse. OK. Et puis, j'ai commencé à aller au conseil parce que, c'est comme je vous disais tout à l'heure, je voyais les gens, là, les conseillers municipaux qui étaient là, puis dans ma tête, je regardais leurs propriétés, qui avaient des belles propriétés, des beaux troupeaux d'animaux. Tu sais, je me disais, si on pris des bonnes décisions chez eux, ils prennent des bonnes décisions au conseil aussi. Fait que je vais commencer tranquillement à aller au conseil, et puis à chaque mois. Et puis, de fil en aiguille, à un moment donné, le conseiller municipal Durand, où j'habitais, ne se représente pas, fait qu'il vient me voir. Fait que là, OK, fait que, bon, je vais au conseil quand même. Puis, tu sais, ça m'intéressait. Tu sais, j'aimais ça, puis je n'allais pas là pour chialer, mais j'allais là pour me renseigner. Pour me renseigner, puis pouvoir avoir la réponse aux questionnements, des fois, là, pourquoi qu'il avait pris une décision sur, je sais pas, moi, sur la voirie, ou pourquoi, en tout cas, des choses de même, parce que souvent, dans nos campagnes, c'était surtout la voirie municipale, les fossés de ligne, les fossés, là, verbalisés, puis des choses de même. Mais pour moi, là, toutes ces choses-là, quand tu es jeune, tu ne comprends pas trop, là, qu'est-ce qu'un fossé verbalisé, qu'est-ce que ça veut dire, puis ainsi de suite. J'aurais de la misère à vous l'expliquer, moi, là. Et puis, fait que finalement, je deviens conseiller. Puis j'avais 33 ans dans le temps, ça fait que c'est sûr que le conseil était un peu plus âgé que moi, c'est normal. Tu arrives avec tes idées, puis tu sais, on veut changer le monde, hein, quand on est jeune. Aujourd'hui, on regarde ça, puis les jeunes veulent changer le monde, veulent changer. Puis c'est vrai aussi, puis c'est une richesse aussi de vouloir arriver avec ses idées, puis les mettre en valeur, puis le tenir tête aussi. Là. Bien, surtout que ça bouillonnait beaucoup à cette époque-là. Hein? Dans le domaine de l'agriculture, il y avait diverses façons de voir les choses. Au niveau municipal aussi, il y avait après la Révolution tranquille, les jeunes qui sortaient des écoles, des collèges, avaient des idées, etc. Donc, c'était l'époque où on voulait vraiment changer des choses. Est-ce que vous pensez que vous avez contribué à changer les choses à ce moment-là? Oui. On a fait évoluer, d'une autre façon, parce qu'après ça, il y a des jeunes qui se sont impliqués au niveau municipal, parce que si tu y vas comme jeune, t'en as d'autres qu'à un moment donné, qui décident soit d'embarquer au conseil municipal ou qui acceptent puis il se faisait beaucoup de bénévolat aussi. Puis je pense que si le conseil est dynamique, le bénévolat va aussi avec. Là, et puis, de quelle façon qu'on peut dire aujourd'hui? Oui, parce qu'on a contribué à changer des choses, mais ça, en politique municipale ou autre, ça prend toujours du temps. Moi, je me souviens, avec le village, on avait fait faire une étude au ministère des Affaires municipales pour fusionner les 2 municipalités. Et puis ça n'avait pas passé, les gens n'étaient pas rendus là. Mais en 1998,
la fusion s'est faite, ça a passé sans que personne se tire les cheveux. Donc, vous avez pu préparer le terrain, en quelque sorte. C'est ça, on a préparé le terrain. Les mentalités, tout ça. Puis en même temps, vous aviez votre vie de famille, vous avez eu des enfants, j'imagine? Oui, oui, on a 4 enfants, nous. Donc, ça. Tout en étant occupé à votre ferme, vous aviez votre famille et vous aviez aussi les affaires municipales à gérer, l'UPRA en même temps? Oui. Bien, lorsque je suis devenu à la mairie, j'ai laissé là, ma fonction à l'UPA, parce qu'à un moment donné, il ne faut pas... Oui, c'était quand même être maire d'une municipalité comme... Oui. Même à cette époque-là, même si c'était des petites municipalités, parce qu'on avait... Puis là, on était rendu... On développait beaucoup le côté loisir aussi. Puis avec le village, ça allait bien parce qu'on avait des très bonnes ententes. Puis, de toute façon, on n'avait pas le choix de s'entendre. Le noyau est là, puis nous, on est autour. Ça fait que... Mais on avait une belle relation quand même. Alors là, à ce moment-là, après avoir vécu ces moments-là, vous avez décidé de retourner dans vos anciennes amours. C'est-à-dire, vous avez quitté un peu pendant un certain temps le Fortierville et vous êtes retourné dans le Grand Nord, comme on dit. Expliquez-nous cette transition-là. Bien, j'avais, tu sais, à un moment donné, là, des fois, on fait le tour on fait le tour du jardin, puis j'avais le goût de retourner sur la construction, un peu redécouvrir, si on peut dire, qu'est-ce que j'avais vécu au niveau dans ma première vie, si on peut parler de ça, là, dans ma première vie, de rencontrer les gens, puis retourner sur le marché du travail. Mais là, à cette époque-là, bon... j'ai vendu mes animaux, puis je suis retourné travailler pour une compagnie d'excavation, refaire mes heures de construction, parce que ça prend des cartes au Québec, là. Et puis refaire mes heures, puis retourner sur le marché du travail au niveau de la construction. Et vous êtes abouti finalement dans le Grand Nord. Comment tout ça s'est concrétisé? Ça, c'est... Comment je dirais bien ça, donc? On a le droit de rêver, mais il faut réaliser ses rêves aussi. Ah, oui. Parce que moi, je m'étais fait dire ça. Bien, je m'étais fait... Moi, aujourd'hui, il faut comprendre que ce que j'ai appris, ce que j'ai retenu, c'est qu'il y en a d'autres qui me l'ont appris aussi. Hein, ce qu'on a appris, ce qu'on sait, là, c'est parce qu'il y a toujours quelqu'un qui nous l'a enseigné, qui nous a passé un message. Puis ça, c'était bien important pour moi d'écouter des personnes passer des messages. Parce que passer un message, des fois, là, ça a une grande valeur. Puis, comment je sais que je pourrais vous dire ça? Donc, mais de toute manière, là, moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous êtes revenu avec des gens autochtones un peu partout. Vous avez passé plusieurs années dans un milieu qui était différent du vôtre. J'aimerais ça que vous nous parliez de ça. Oui, ça, c'est le milieu, là, le milieu des Autochtones, ça a été aussi un très beau souvenir. Ça a été quelque chose qui m'a permis pour moi, de comprendre, ou d'essayer de comprendre, mais de comprendre la façon que ces personnes-là vivent dans le Nord, qui vivaient de chasse et pêche à l'époque. Ça m'a permis aussi comment je dirais bien ça, donc? De leur passer des messages, des fois, que moi, je me dis, tu leur passes, parce qu'il y a des messages, des fois, là, qu'on transmet à d'autres, parce qu'on l'a eu en quelque part, ce petit message-là, puis qui peut se transmettre. Les Autochtones, ça a été quelque chose... D'ailleurs, moi, je travaillais pour les services Nescapi. Les autres, c'est des Autochtones, c'est de Shefferville. Ils sont de la région de Shefferville, eux, puis les Montagnais. Et puis, c'est des nations qu'eux, ils n'ont pas d'arrière-pensée avec les Blancs. Hein. Okay. Ils sont accueillants? Ils sont accueillants, puis ils acceptent là, qu'on travaille, qu'on leur demande, qu'on travaille ensemble? Qu'on travaille ensemble. Mais vous avez passé combien d'années? Moi, j'ai été 14 ans. 14 ans? Oui, alors, mais comment vous viviez? Est-ce que vous étiez heureux de vivre là-bas? Comment vous faisiez pour garder votre... comment ça se passait, tout ça? Là? Comment ça se passait? Ça a commencé drôlement un peu parce que... Bien, moi, ce qui est arrivé, c'est que lorsque j'ai monté à Bedjame, moi, je suis arrivé là toute seule. Moi, je n'avais pas de connaissances, je n'avais pas personne. Là, c'est pas... moi, à un moment donné, là, j'ai appliqué sur un poste.
Parce que notre agent d'affaires, parce que moi, là, lorsque je suis retourné sur la construction, dans mon syndicat, j'étais proche de l'agent d'affaires, parce qu'il y a toujours un agent d'affaires, puis qui va voir les compagnies, puis qui fait du pillard, en fait. Mm-hmm. Et puis, à un moment donné, il m'appelle parce que je lui disais, il dit, regarde, moi, là, ça m'intéresse d'aller à Bédjin, mais j'ai pas de contact, là. Okay. À un moment donné, il m'appelle, il me dit, t'es-tu toujours prêt à monter? J'ai dit, oui. Mais j'ai monté là, moi, sans savoir qu'est-ce qui m'attendrait, qu'est-ce qui se passerait dans ma vie, parce que moi, je me disais, là, bon, on va aller faire une run, puis c'est comme on dit, là. Et puis, c'était une compagnie autochtone qui offre les services aux autres compagnies qui sont là, sur les constructions de barrages, puis fait que, bon, on monte là. Et puis, moi, là, Votre employeur, c'est un autochtone? C'est ça, à ce moment-là? En fait, oui, c'est des autochtones, malgré qu'il faut dire que c'est tous des Blancs qui gèrent ça en général, mais par contre, la compagnie, elle appartient à 100 aux Autochtones. Et puis moi, je suis arrivé là comme opérateur de machinerie lourde. Je faisais de l'entretien de chemin. Et puis, quand le chemin, puis surtout des chemins, et puis, quand il y avait des choses qui brisaient, bon, ben le contremaître ou le gérant de projet qu'on avait là-bas au début, il me disait, bon, ben tu vas prendre 2, 3 Autochtones, puis vous allez aller réparer telle place. Bon, on partait, puis, tu sais, ça se passait bien de même. Puis, ce qui est plaisant, je pense, que des Autochtones, parce qu'eux, ils se communiquaient beaucoup avec leur village, leur communauté, là, avec les dirigeants. Puis, quand tu as des bons mots là, de leur part, quand ils sont bien avec toi, là, bien, ils transmettent. C'est ça. C'est ça qui m'a permis un peu. Puis, j'avais quand même d'affinité avec les Autochtones. Faut apprendre à vivre comme eux autres. Là. Moi, puis ça fait drôle d'en parler. Puis, ça, c'était quelque chose qui leur faisait chaud au cœur aussi. On allait sur la route, on partait avec un camion, on emmenait notre lunch, parce que nous autres, on restait dans des campements, là, on était en sous-traitance pour Hydro-Québec à l'époque, mais SEBJ, Société de développement d'Abidjan. Et puis, là, bon, on travaillait, là, je disais, bon, lequel qui va faire un petit feu, là, aujourd'hui, là, pour faire chauffer l'eau pour notre thé, puis parce que les Autochtones, nous autres, c'était du thé. Oui. Et puis, t'as tout heureux. Il y en a un qui partait, il prenait le camion, il s'en allait. Il y a des ruisseaux et des cours d'eau partout. Hein. Il allait préparer le petit feu, il revenait, ça fait que là, l'eau était chaude, ça fait que là, on allait s'asseoir. Nous autres, on faisait de l'entretien de route. Comment qu'on mangeait à 1 heure, 1 heure, 1 heure et demie, là. C'était pas plus grave que ça, là. On faisait de l'entretien. Et puis, là, ça, là, pour eux autres, là, ça, c'était la récompense de la journée, ça. Eux autres, là, ils ne disaient pas, à 5 heures, il faut être revenu là, au chantier, là. Il pouvait être 5h15, 5h30, puis... Ils prenaient le temps de... Ils avaient passé une belle journée. C'est vrai que... Puis... moi, des fois, là, ils me passaient des messages des Autochtones, là, que... à un moment donné, il y en a un qui me dit comment ça... Parce que moi, j'ai formé aussi un Autochtone comme contremaître. OK. Fait que là, c'est lui qui donnait des ordres à des autres Autochtones. Et puis, il me disait, comment ça se fait? C'est toujours lui qui nous donne des ordres. Il dit, qu'à faire que tu acceptes que ce soit moi qui te donne des ordres? Et puis que ça ne sera pas un de tes confrères, de votre communauté, qui soit contremaître à ma place. Des fois, c'était des petits messages comme ça. Là. Il restait surpris, puis c'est là qu'il découvrait que ça aurait bien de l'allure, ça. Mais j'en retiens que le contact avec les gens, c'est très important de rester soi-même quand tu parles aux autres, d'être accueillant, d'être ouvert d'esprit. Et je pense que, là, je voudrais passer à un autre chapitre de votre histoire parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Je pense que vous avez reçu beaucoup de choses de ces moments-là que vous avez passés avec les Autochtones qui vous ont servi ultérieurement. Et j'en reviens donc à votre deuxième retour à Fortierville. Donc, là, vous êtes revenu après ça à Fortierville. Et encore une fois, vous êtes présenté à la mairie. Donc, vous êtes devenu maire pour une deuxième fois. Et
Il y a un projet très important qui s'est développé à Fortierville, le projet d'accueil des immigrants, qu'on appelle le PAI. Alors, j'aimerais ça que vous nous en parliez, que vous situiez ça dans le contexte de votre retour à Fortierville. Oui, ça a été un beau projet. Puis c'est suite à les relations que j'ai eues un peu partout, les commentaires que j'ai eus. Tu sais, des fois que... moi, des commentaires des autres, là, c'était bien important là, d'analyser les bons côtés, même si des fois, là, c'est des commentaires, pas négatifs, mais des fois, c'est un commentaire. Tu dis, comment ça fait qu'il a pensé à ça? Là? Mais c'est ça. C'est que moi, lorsque j'ai décidé de sortir, de m'en revenir chez moi, bien, c'est sûr que les enfants étaient tous partis. Ma conjointe était toute seule. Je comprends qu'elle trouve le temps long depuis le temps que je suis un peu partout. Bien sûr. Je décide de prendre ma retraite, puis je m'en reviens à Fortierville, ma maison, avec toute ma petite famille. Puis je me dis, je ferai du bénévolat, je prends ma retraite, là, puis à 65 ans, là, c'est le temps de... c'est le temps de revenir chez nous, puis en tout cas. Et puis, mais là, entre-temps, là, les gens me disaient, là, les mises en candidature en 2009, moi, j'ai pris ma retraite en 2008, je me disais, je vais faire du bénévolat, je vais me trouver une petite job-in, puis, tu sais, passer le temps. Mais là, c'est pas ça. C'est que là, j'allais visiter les gens, puis, fait que, j'allais, c'est-à-dire au dépanneur, ou au BMR, ou, comme je disais tout à l'heure, moi, à l'église, j'y vais à l'église parce que c'est une... Moi, je vais me ressourcer toute seule. Peu importe les commentaires que c'est sûr que je vais écouter le sermon du curé, qu'est-ce qu'il dit, mais je vais là pour me ressourcer, je vais là pour moi, je ne vais pas là pour, en sortant de l'église, dire, le curé, il aurait dû parler autrement. Là, tu sais, puis des fois, il a passé des beaux messages aussi. Il se passe des beaux messages. Puis, en tout cas, ça fait que pour revenir à notre... fait que là, bon, j'ai acheté à la mairie. Puis là, à un moment donné, bon, le manque de main-d'œuvre, il est criant au niveau des agriculteurs. Puis on a une personne qui faisait de la francisation à Québec, qui est redevenue rester à Fortierville avec son conjoint puis sa famille. Puis ils nous ont parlé de si on montait un projet d'accueil et intégration immigrants. Parce que la personne, elle enseignait le français à Québec, mais elle est revenue en Québec. Okay. C'est de même de fil en aiguille avec la municipalité voisine, Sainte-Françoise, qu'on a, les maires, on a rencontré, elle nous a rencontré la personne en question, elle nous explique le projet. Fait que nous, ce qu'on a fait, on s'est retourné de bord, puis là, on a invité les agriculteurs, puis un petit peu aussi les gens d'affaires qui peuvent avoir besoin de main-d'œuvre à faire une réunion de cuisine. Puis de fil en aiguille, ce projet-là, il a pris forme. L'accueil des immigrants qui venaient, ça venait de partout. Ça ne parlait pas ni français ni anglais dans beaucoup de cas. C'est-à-dire, c'est des immigrants ça fait déjà au moins 5 ans qu'ils sont au Québec. OK. Il y avait déjà une base en français. C'est des immigrants surtout. C'est des immigrants qui, soit qui restaient dans les grandes villes, soit Québec, Victoriaville, les villes d'accueil, là. Et puis, vu qu'on manquait de main-d'œuvre, on a dit on va créer ça. Puis les agriculteurs, ils ont dit on est prêts d'engager, nous, de la main-d'œuvre, ça nous en prend. On a monté ce projet-là, on a fait visiter les fermes, puis les agriculteurs ont répondu, puis même les gens d'affaires aussi. Et puis finalement, la première année, on a eu 3 familles. C'est sûr que les agriculteurs, ceux qui les engageaient, par la bande un peu, ils s'occupaient là, de leur trouver un logement, une maison, quelque chose, pour... faut bien les accueillir. Après ça, l'intégration, l'accueil et l'intégration, c'est bien sûr, dans une région, ils restent dans le village ou dans un rang quelque part, mais les enfants vont à l'école. Mais nous autres, ces jeunes familles-là, on les emmène au CLSC pour ouvrir un dossier. Absolument. À la Caisse populaire, à la bibliothèque.
Et puis, s'il y a des petites choses, bien, eux autres, ils peuvent se référer à notre personne qui était notre directrice, si on peut dire, à l'époque, pour monter le projet, pour s'en occuper de ces personnes-là. Donc, ce que je retiens, là, on n'a pas beaucoup de temps, mais ce que je retiens, c'est que c'est des familles qui arrivaient de l'extérieur, Oui. puis qui ont trouvé à Fortierville et dans les environs, parce qu'il y a une couple Oui, d'autres paroisses, oui, c'est ça. qui ont trouvé un lieu d'accueil où est-ce qu'il y avait un emploi pour eux. On s'occupait de leur famille, d'envoyer les enfants à l'école. Et ces gens-là se sont intégrés. Il y en a qui sont partis, mais il y en a qui sont restés. Ils sont bien intégrés à la communauté, ont appris le français, ont appris les valeurs des communautés et sont devenus parfaitement intégrés. Alors, c'est ce que je retiens de cette expérience-là. Oui. Et c'est formidable, Puis, ça. même plus que ça, c'est que la plupart, je dirais la plupart, ils ont leur propre maison. Hein. Maintenant, les alors, familles. Écoutez, c'est vraiment... J'aurais aimé qu'on en parle plus longtemps, malheureusement. Ouais, on achève notre émission. Je veux juste souligner que vous avez été, en 1998 ou quelque chose comme ça, vous avez été tête d'affiche au journal Le Nouvelliste, qui est quand même un hommage assez important qui vous a été rendu comme étant une personne qui était significative dans la communauté. Et une de vos valeurs, de vos vertus dont vous m'avez beaucoup parlé, c'est la persévérance. Vous croyez que c'est important de... Pouvez-vous me dire en 30 secondes comment la persévérance est quelque chose qui est important pour vous? La persévérance, moi, j'y ai toujours cru. Dans ce temps-là, on disait, bon, il est tenace, le petit gars, ou les personnes sont tenaces. Aujourd'hui, on appelle ça persévérance. Mais moi, j'ai toujours cru à ça parce que là, c'est bien beau, on parle de belles choses, de belles réalisations, mais il y a eu des petits moments creux aussi dans toute ma vie. Là. Ça n'a pas toujours été sur des roulettes. Au niveau familial, ça a toujours bien été. Ça, je n'ai pas de... mais, tu sais, financièrement ou autre, là. Et puis, mais je me disais... Puis moi, ce que je retiens tout le temps, c'est pas de la faute des autres si ça va mal, mon affaire, si je n'ai pas pris la bonne décision. C'est à moi à me tourner de bord, puis dire, regarde, je vais le réussir, je vais faire ça autrement. Mais mettre la faute sur les autres, là, ça, c'est le dernier de mes soucis, ça. Non, moi, c'est pas dans mes... c'est pas dans ma vision. Bien, écoutez, c'est sur ces mots-là, persévérance et responsabilité. Puis aussi, je pense que vous avez aussi, vous avez la foi, donc ce sont des valeurs qui sont importantes pour vous. Et c'est ce que j'aimerais que les gens retiennent dans notre conversation. Et donc, je vous remercie d'avoir participé à cette série-là. Et à vous tous, je vous dis, mais à la prochaine.